Je m'appelle Nolan et j'ai 44 ans. Il y a 10 ans, ma femme s'est enfuie avec mon propre frère, vidant complètement nos comptes bancaires conjoints et me laissant seul à tenir notre fils de 9 ans mourant dans un appartement en sous-sol glacial et infesté de moisissures. Alors que mon garçon luttait littéralement pour sa prochaine respiration dans une salle d'urgence de Chicago une semaine plus tard, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux sur leur Porsche et m'ont dit « Tu étais juste jaloux de la réussite de ton frère, Nolan. Arrête d'être égoïste et laisse-les être heureux. » Ils ont ri de ma douleur, rejetant ma panique devant leurs voisins comme si j'étais un perdant jaloux et dérangé essayant de ruiner une belle histoire d'amour. Ils m'ont dit de prendre un avocat si cela m'importait tant, sachant pertinemment que je ne pouvais même pas me payer un plein d'essence. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient, l'héritage massif d'un empire immobilier qu'ils croyaient que mon frère était en train de bâtir n'était qu'un château de cartes financé par des prêts usuraires et des mensonges désespérés. Et l'avocat s'occupant de leur faillite catastrophique finale travaillait directement pour l'entreprise d'équipement maritime dont je venais d'acheter une participation majoritaire. Et en ce moment même, ils sont en train de geler sur mon Porsche au beau milieu d'un blizzard, suppliant pour sauver leur vie. Avant que je ne vous raconte exactement comment ils ont détruit leur propre existence et comment j'ai rebâti la mienne à partir des cendres absolues, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice absolue et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Revenons maintenant au moment où le froid a commencé à s'infiltrer. Il y a un son très spécifique qu'une porte en chêne massif produit lorsqu'elle se verrouille contre une tempête hivernale. C'est un bruit sourd, lourd et confiant, un son de sécurité absolue et impénétrable. Je suis assis ici dans mon fauteuil en cuir en ce moment même, écoutant le vent du Minnesota hurler comme un animal enragé à l'extérieur. Il fouette à travers le lac gelé, essayant d'arracher les bardeaux de mon toit, cherchant la moindre fissure pour forcer le passage. Mais à l'intérieur, le feu crépite dans le foyer en pierre. La température ambiante est d'un parfait 22 degrés Celsius, 72 degrés Fahrenheit, et ce lourd peine dormant en laiton tient bon. Il m'a fallu une décennie entière de sang, de sueur et de fer forgé pour m'offrir une porte comme celle-là. 10 ans à sacrifier le sommeil, le confort et la fierté pour bâtir une forteresse où le froid mordant ne pourrait plus jamais toucher ma famille. Mais chaque fois que je regarde ce bois poli, je ne vois pas seulement ma vie actuelle de confort et de stabilité. Je vois la fragile porte à âme creuse d'un appartement en sous-sol à Duluth, dans le Minnesota. Je vois ce pathétique morceau de bois bon marché calfeutré avec des serviettes Goodwill roulées au bas pour empêcher le courant d'air hivernal de geler l'eau de nos verres sur le comptoir. Je vois mon fils de 9 ans, Finn, grelottant violemment sous 3 couches de couverture râpeuse et bon marché, ses lèvres teintées de bleu. Et je me souviens de la semaine précise où toute mon existence s'est brisée en morceaux si microscopiques que je pensais sincèrement ne jamais pouvoir les réassembler. Si vous n'avez jamais vécu à Duluth au cœur du mois de février, vous ne comprenez pas ce qu'est le vrai froid. Ce n'est pas seulement une météo dont on se plaint. C'est une entité vivante qui respire, qui vous hait agressivement et qui veut arrêter votre cœur. À l'époque, j'avais 34 ans. J'étais soudeur au chantier naval du Nord, une bête industrielle gigantesque et broyante qui mâchait les hommes et les recrachait avec des poumons malades et des dos brisés. J'étais un fantôme dans ma propre vie. Juste une paire de mains calleuses tachées en permanence de graisse industrielle, de poussière de fer et de l'odeur métallique aiguë de l'acier brûlé. Mes vêtements sentaient constamment l'ozone et le café bon marché. Je faisais des doubles quarts de travail dès qu'on me le permettait. Parfois, je travaillais 6 jours par semaine, debout sur des échafaudages glacés et précaires suspendus au-dessus des eaux gelées du port. Je soudais d'immenses plaques de coque jusqu'à ce que mes doigts soient si raides d'engelure et d'arthrite précoce que je devais littéralement utiliser ma main gauche pour déplier manuellement les doigts de ma main droite de la gâchette du chalumeau. Je faisais ce travail brutal et écrasant pour 2 raisons très distinctes. La première était de payer le loyer de ce misérable piège en sous-sol que nous appelions un foyer, gardant le propriétaire à distance pour 30 jours de plus. La seconde raison, bien plus critique, était fine. Mon fils souffrait d'un asthme instable sévère. Ce n'était pas le genre d'asthme léger où un enfant prend une bouffée d'inhalateur au printemps et retourne courir sur le terrain de football. C'était le genre d'état terrifiant où une chute soudaine de la température ambiante, une forte rafale de vent ou un léger rhume pouvait lui fermer complètement la gorge en 30 secondes chrono. Les traitements nébuliseurs spécialisés, les stéroïdes liquides préventifs et les visites médicales d'urgence constantes exigeaient un salaire colossal que je n'avais tout simplement pas. La terrible assurance maladie fournie par le syndicat du chantier naval ne couvrait qu'une fraction des coûts astronomiques. Chaque visite à la pharmacie ressemblait à la négociation d'une rançon pour la vie de mon fils. Je restais debout au comptoir à compter des billets de $5 froissés et des pièces de monnaie,
pendant que le pharmacien me regardait avec un mélange de pitié et d'agacement. J'étais terrifié à l'idée qu'un jour mes avantages syndicaux changent ou que je sois licencié et que mon garçon cesse tout simplement de respirer. La peur de perdre la garde si l'État jugeait nos conditions de vie médicalement dangereuses me tenait éveillé nuit après nuit. Alors je soudais. Je faisais fondre l'acier avec le feu jour après jour pour que mon garçon puisse prendre sa prochaine respiration. Ma femme Valérie restait à la maison. Elle avait été la reine de beauté incontestée de notre classe de lycée. C'était le genre de femme dont le sourire pouvait littéralement arrêter la circulation, la fille que tout le monde croyait destinée au manoir et au club privé. Mes 10 ans de mariage avec un travailleur manuel comme moi, complètement dépouillé de tout luxe et se noyant dans le stress incessant d'un enfant chroniquement malade, avait réduit ce beau sourire à une mince ligne de ressentiment. Elle se sentait totalement gâchée dans notre appartement exigu et morne. Elle détestait ouvertement l'odeur d'ozone, de rouille et de sueur qui s'accrochait à mes vêtements de travail, me forçant à me déshabiller dans le couloir glacial avant d'entrer. Elle détestait découper des coupons pendant des heures avant d'aller chez Walmart, calculant méticuleusement chaque centime pour ne pas dépasser notre découvert bancaire. Elle passait des heures à feuilleter des magazines immobiliers glacés, traçant de ses doigts manucurés les photos de vastes maisons de banlieue que nous ne pourrions jamais nous offrir, des maisons avec des dressings et le chauffage central. Elle détestait notre vie, et par extension, elle s'est mise à me détester profondément et passionnément. Les fissures microscopiques dans notre mariage étaient déjà là, couvant sous la surface. C'étaient de profondes failles structurelles qui n'attendaient que la bonne quantité de pression pour faire voler en éclats toute la fondation. J'étais tellement occupé à essayer de nous maintenir à flot financièrement, terrifié par la ruine absolue qu'un divorce infligerait à Finn, que je n'ai pas vu la boule de démolition foncer droit sur ma tête. Je pensais que si je travaillais plus dur, si j'obtenais cette prochaine promotion de superviseur d'équipe, tout s'arrangerait comme par magie. Je pensais que le pire était passé du simple fait de maintenir le chauffage allumé. J'avais tellement tort. Cette pression est arrivée à bord d'une Porsche noire de location par un mardi après-midi glacial. Mon jeune frère, Julien. Julien avait 28 ans, 6 ans de moins que moi, et il était l'incarnation vivante de tout ce que je n'étais pas. Tandis que j'étais resté dans notre ville natale pour travailler de mes mains, réparer le toit fuyant de nos parents vieillissants et gérer l'entretien de leur propriété, Julien s'était envolé pour Chicago dès la seconde où il avait reçu son diplôme d'études secondaires. Il affirmait s'être lancé dans la gestion de patrimoine et les ventes d'entreprises de haut niveau. Aucun d'entre nous n'a jamais vraiment compris ce qu'il vendait réellement ni comment il gagnait son argent. Parfois, il prétendait gérer un vaste portefeuille immobilier pour des investisseurs étrangers. D'autres fois, il proposait des opportunités d'investissement à haut rendement à des médecins et des avocats. Tout ce que je savais avec certitude, c'était qu'il portait des costumes européens sur mesure qui semblaient incroyablement chers vus à 3 mètres de distance. Il conduisait des voitures qui coûtaient plus que les gains de toute ma vie. Et il possédait un sourire d'un blanc aveuglant qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Il était l'enfant chéri de mes parents, le fils dont ils se vantaient à l'église, tandis que j'étais celui qu'ils évitaient poliment de mentionner. Je me souviens du moment exact où le poison est entré dans ma maison. Je venais de terminer un quart de travail épuisant de 12 heures sous la supervision de mon contremaître, Marcus. Marcus était un homme bon et honnête, un allié loyal qui me glissait discrètement des heures supplémentaires parce qu'il connaissait les factures médicales vertigineuses de Finn. J'ai franchi la porte d'entrée fragile de notre appartement, mes lourdes bottes à embouts d'acier laissant de la neige fondue grise et salée sur le linoléum jauni et écaillé. Immédiatement, l'air dans l'appartement m'a semblé anormal. Il ne sentait pas le ragoût de bœuf bon marché et allongé d'eau que Valérie préparait habituellement le mardi pour ménager notre budget de courses serré. Il sentait l'eau de colonne coûteuse au bois de santal, le cuir et quelque chose de doux et d'enivrant. J'ai délacé mes bottes et suis entré dans le petit salon. Julien était assis directement dans mon vieux fauteuil inclinable réparé au ruban adhésif, ses chaussures en cuir italien s'y reposaient avec arrogance sur notre table basse ébréchée. Valérie était assise sur le bord du canapé, penchée vers lui, en train de rire. C'était un rire clair, enfantin et cristallin que je n'avais pas entendu chez ma femme depuis plus de 5 ans. C'était le rire qu'elle avait avant que les dettes médicales ne nous écrasent. Nolan, le travailleur acharné est de retour, a lancé Julien en dévoilant ses facettes en porcelaine artificielle. Il s'est levé, a lissé le devant de sa veste de costume impeccable et m'a tapé fort sur l'épaule. Sa main était douce, lisse, parfaitement soignée. Ma main ressemblait à un morceau d'écorce rugueux et balafré, couvert de callosité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»
Julien, ai-je demandé. Je n'ai même pas essayé de cacher l'épuisement dans ma voix. J'étais trop fatigué pour les fausses politesses de famille ou pour faire semblant d'apprécier sa compagnie. Je ne fais que passer, grand frère. J'ai conclu une énorme transaction immobilière commerciale ce matin à Saint-Paul. Un véritable contrat de titan. J'ai pensé remonter vers le nord, braver la neige et prendre des nouvelles de la famille. Regarde ce que j'ai apporté pour le petit bonhomme. Il a pointé un doigt manucuré vers le sol. Finn était assis sur le tapis, les yeux écarquillés, serrant contre lui une console de jeu flambant neuve et haut de gamme dans son emballage en carton d'origine, le genre de console qui coûtait plus de 5 cents. La console exacte dont j'avais explicitement dit à Finn que nous ne pourrions absolument pas nous l'offrir avant peut-être le Noël prochain, et seulement si j'effectuais chaque heure supplémentaire disponible pendant les fêtes. Et pour la charmante maîtresse de maison, a roucoulé Julien en tournant son attention vers Valérie. Sa voix est descendue d'un octave, suave et dangereuse. Il lui a tendu un élégant écrin de velours noir. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes pour révéler un foulard en pur soie d'une marque de créateur français dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. J'ai regardé Valérie toucher ce tissu. Elle a passé ses doigts sur la soie vert émeraude avec une faim désespérée et vorace qui m'a retourné l'estomac de malaise. Ce n'était pas seulement un vêtement pour elle. C'était une bouée de sauvetage tangible vers un monde de richesse, de statut et de luxe. Elle croyait sincèrement mériter ce monde totalement libéré des fenêtres qui fuient, des factures de pharmacie impayées et d'un mari qui sentait l'usine. Julien, tu n'aurais pas dû dépenser autant, ai-je marmonné, sentant une brûlure chaude de profonde onde picoter ma nuque. Je me sentais minuscule dans mon propre salon. Je t'en prie, Nolan, a ricané Julien en balayant l'air d'un revers de main comme pour chasser une mouche. C'est de la monnaie de poche pour moi. Une simple erreur d'arrondi. Tu dois apprendre à vivre un peu, mon gars. Tu réduis ton corps en poussière pour des clopinettes. Tu laisses la vie te filer entre les doigts. J'ai regardé Valérie, espérant désespérément qu'elle prenne ma défense, espérant qu'elle regarde son beau-frère et lui dise « Nolan travaille dur pour garder un toit au-dessus de nos têtes et des médicaments dans les poumons de notre fils. » Mais elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Elle fixait Julien, les yeux brillants d'une adoration absolue et sans filtre. Au cours des 3 semaines suivantes, Julien n'a pas quitté du lutte. Il a prolongé la location de la Porsche noire et a réservé une suite de luxe dans le seul hôtel convenable du centre-ville, affirmant qu'il prospectait des propriétés riveraines locales pour le portefeuille d'investissement de son entreprise. Mais il ne regardait pas l'immobilier. Il observait ma vie, identifiant méthodiquement les murs porteurs de mon mariage pour les abattre activement. Il a commencé à se présenter à notre appartement en milieu de journée alors que je me brisais le dos au chantier naval. En rentrant, je trouvais des verres à vin en cristal coûteux dans l'évier de la cuisine. Je les entendais parler à voix basse, des murmures qui s'arrêtaient net dès l'instant où ma clé tournait dans la serrure. L'atmosphère dans ma propre maison est devenue incroyablement toxique, chargée de ressentiments tués et de secrets. Valérie s'est mise à déclencher des disputes vicieuses et hurlantes pour absolument rien. Un soir, alors que je frottais agressivement l'épaisse graisse noire de moteur de mes avant-bras à l'évier avec du savon abrasif, elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés sur la poitrine. « Pourquoi n'essaies-tu pas de mieux t'habiller, Nolan ?» a-t-elle demandé, la voix suintant la pure condescendance. Julien dit que tu te présentes très mal. Il dit que c'est exactement pour cela que tu n'obtiendras jamais de promotion dans la direction. Tu n'as aucune ambition. Tu te contentes d'être un mécanicien crasseux pour toujours. Je suis soudeur sur un chantier naval, Valérie, ai-je répondu en agrippant le bord de l'évier, m'efforçant de garder une voix posée pour ne pas réveiller Finn. Je porte du coton inifugé pour ne pas littéralement brûler vif au travail. Julien porte un costume à $3000 pour mentir aux gens et leur voler leur argent. Il y a une énorme différence dans la façon dont nous gagnons notre vie. Tu es juste jaloux, a-t-elle répliqué violemment en claquant une porte de placard si fort que le bois bon marché s'est fendu. Tu es jaloux parce qu'il bâtit un empire et que tu es complètement embourbé. Tu es ennuyeux, Nolan. Tu es juste lourd. Tu m'entraînes vers le bas avec toi. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. Lourd. Oui, j'étais lourd. Je portais le poids écrasant du loyer mensuel, des factures d'électricité, des coûts pharmaceutiques astronomiques, des listes de courses et du camion constamment en panne. Je portais tout cela pour qu'elle et Finn ne soient pas écrasés. Mais pour la femme que j'aimais et pour qui je saignais,
Je n'étais qu'un poids mort qui l'attachait au sol et l'empêchait de vivre sa vie de rêve. La manipulation psychologique s'est intensifiée rapidement. Si je demandais pourquoi Julien l'emmenait à nouveau dans un restaurant cher le midi, on me traitait de possessif et d'insécure. Si je posais des questions sur 50$ manquants dans l'enveloppe des courses, j'étais radin et financièrement violent. J'ai commencé à me sentir comme un intrus dans ma propre maison. Puis j'ai remarqué Greg. Greg était un jeune homme du chantier naval, un manutentionnaire qui avait toujours besoin d'argent supplémentaire. Un après-midi dans la salle de pause, en mangeant un sandwich froid, Greg a mentionné avec désinvolture que Julien lui avait tendu un billet de 100$ tout neuf pour l'aider à charger de lourdes boîtes de rangement dans la voiture de location de Julien à l'hôtel. Lorsque j'ai confronté Valérie à ce sujet, elle a explosé, hurlant qu'elle ne faisait que donner mes vieux vêtements d'hiver à une collecte de charité et que Julien l'aidait à les transporter. Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire pour préserver ma santé mentale. Mais la vérité était déjà méticuleusement emballée dans ces boîtes, attendant la tempête parfaite pour frapper. La tempête a finalement frappé le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. J'avais économisé de la petite monnaie dans un bocal et sauté mes propres déjeuners au chantier naval pendant un mois entier pour réunir 60$. J'avais prévu de surprendre Valérie. J'allais lui acheter un magnifique bouquet de roses rouges et commander la pizza épaisse préférée de Finn dans la bonne pizzeria de l'autre côté de la ville. Je voulais désespérément lui rappeler que je l'aimais, que sous la crasse, l'épuisement et la pauvreté, j'étais toujours l'homme qu'elle avait épousé. Je voulais me battre pour ma famille. Mais à 14h, le vérin hydraulique principal du chantier naval a subi une rupture massive. J'ai sorti mon téléphone et regardé l'écran fissuré. J'ai pensé à la pile imposante de factures médicales de dernier avis posées sur le comptoir de notre cuisine, brandissant la menace des agences de recouvrement. Je savais que je ne pouvais pas refuser un salaire doublé. J'ai envoyé un SMS à Valérie, énorme urgence au travail. La plateforme a lâché. Salaire double ce soir. Je serai à la maison vers 23h. Je suis tellement désolé pour le dîner. Je t'aime. Elle n'a pas répondu. J'ai supposé qu'elle était simplement en colère. J'ai travaillé 16 heures d'affilée. Il faisait moins 29°C, moins 20°F, dehors et le vent acharné venant du lac supérieur traversait mes vêtements thermiques comme des lames de rasoir rouillées. Mes mains tremblaient si violemment à cause du froid et de la fatigue musculaire à la fin de mon quart que j'ai laissé tomber mon chalumeau de soudage à 2 reprises, manquant de peu de brûler ma propre botte. Mais je continuais à faire les calculs dans ma tête. Cet argent supplémentaire signifiait que le fonds d'études de Finn, les maigres centaines de dollars que j'avais réussi à rassembler, n'auraient pas à être vidés pour sa prochaine série de stéroïdes préventifs. J'ai finalement pointé à 23h30. Le trajet pour rentrer chez moi a été incroyablement périlleux, les routes étant recouvertes d'une épaisse couche invisible de verglas. Mon corps souffrait à des endroits dont j'ignorais l'existence. Chaque articulation hurlait de douleur. Je me suis engagé dans notre allée glacée un peu après minuit, prêt à m'excuser, prêt à remettre l'argent que je venais de gagner. La maison était totalement sombre. C'était le premier signal d'alarme flagrant. Valérie laissait toujours, sans exception, la lumière jaune du Porsche allumée pour moi, quelle que soit l'ampleur de sa colère. J'ai déverrouillé le lourd pêne dormant, poussé la porte fragile et suis entré. Valérie? Finn? Je suis vraiment désolé d'être en retard. La plateforme hydraulique a été un cauchemar absolu. Il a fallu 3 passes pour sceller la soudure. Ma voix a résonné fort. Elle sonnait creux, rebondissant sur des surfaces dures. J'ai actionné l'interrupteur du salon. La pièce était complètement vide. Je ne veux pas dire que Valérie et Finn n'étaient simplement pas là. Je veux dire que la pièce était littéralement vidée. La lourde télévision avait disparu. La table basse n'était plus là. Les photos encadrées sur les murs s'étaient volatilisées, ne laissant que des carrés de poussière pâle sur la peinture bon marché du propriétaire. Même le tapis avait été roulé et emporté. Une pointe aiguë de panique pure a transpercé ma poitrine, m'empêchant de respirer. Finn, ai-je crié, me précipitant dans le court couloir vers sa chambre, mes lourdes bottes martelant le plancher. Son lit était dépouillé jusqu'au matelas nu. Ses vêtements avaient disparu de la commode. Ses jouets étaient partis. Et le plus terrifiant de tout, la lourde machine à nébulisation médicale, la véritable bouée mécanique qui maintenait mon fils en vie la nuit, n'était plus sur sa table de chevet.
Il n'y avait qu'un espace vide là où se trouvait son équipement de survie. J'ai couru vers la chambre principale. Vide. Les placards étaient entièrement vidés. Quelques cintres en fil de fer gisaient sur le sol comme des os morts et tordus. Je suis retourné en courant à la cuisine, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Sur le petit comptoir en stratifie se trouvait une simple feuille de cahier lignée, tenue par mon double de clé de maison. Je l'ai saisie, les mains tremblant violemment. C'était l'écriture de Valérie, nette, pressée et brutalement impitoyable. « Nolan, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas vivre dans ce sous-sol déprimant à compter les centimes et à attendre que tu rentres en sentant la ferraille. Je mérite une vraie vie. Julien a une vision. Il va m'offrir le monde. Tu peux à peine m'offrir du chauffage. Nous emmenons Finn. Ne viens pas nous chercher. Nous allons là où les gens savent vraiment vivre. Prends un avocat si tu veux, mais tu n'as rien à prendre. Valérie. Mes genoux ont totalement cédé. J'ai heurté lourdement le linoléum, le choc me faisant claquer les dents. Le silence dans l'appartement était assourdissant. J'avais l'impression d'être enterré vivant. Puis une pensée errante m'a frappé comme un coup de batte de baseball sur le crâne, le fonds pour la maison. Nous avions un compte d'épargne conjoint à la coopérative de crédit local. Pendant 10 années éreintantes, chaque fois que je faisais des heures supplémentaires, chaque remboursement d'impôts, chaque dollar non dépensé pour la nourriture ou les médicaments contre l'asthme allait directement sur ce compte. Nous économisions pour un apport sur une vraie maison, dotée d'une bonne isolation et d'un système de ventilation adéquat afin que le froid ne déclenche pas les crises de poumons fragiles de Finn. Il y avait exactement 18 240 dollars sur ce compte. Mon sang, ma sueur et mes larmes converties en monnaie. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mon pouce taché de graisse tremblait tellement que je pouvais à peine taper mon mot de passe dans l'application bancaire. L'écran s'est chargé lentement, le cercle bleu tournant de manière moqueuse. Compte se terminant par 4091. Solde, 4,12 $. Historique des transactions, retrait par chèque de caisse au guichet, 18 235,88 $ le 14 février à 10 h. Ils avaient tout pris. Ils avaient pris la maison que nous allions bâtir. Ils avaient pris l'argent des médicaments d'urgence. Ils avaient pris mon fils, mon propre frère de sang et la femme qui m'avait juré fidélité dans la maladie comme dans la santé. Je n'ai pas crié. Je n'avais pas assez de souffle pour crier. Je me suis précipité vers mon camion rouillé, j'ai enclenché la vitesse et j'ai conduit comme un forcené. J'ai roulé 3 heures vers le sud sur l'autoroute à travers une neige horizontale aveuglante jusqu'à la maison de mes parents à Minneapolis. Ils aimaient Julien, certes, mais ils seraient sûrement horrifiés par cela. C'était un crime contre leur propre petit-fils. Ils devaient savoir où il était. J'ai martelé leur porte d'entrée à 3 heures du matin, frappant de mes poings contre le bois jusqu'à ce que mes articulations saignent. La lumière du porche s'est allumée. Mon père, Richard, a ouvert la porte intérieure, vêtu de son épais peignoir. Il n'a pas déverrouillé la porte moustiquaire. Il m'a simplement fixé. Je tremblais violemment, couvert de suie et de neige, les yeux écarquillés de terreur. L'expression sur son visage n'était pas celle du choc. Ce n'était pas de l'inquiétude paternelle. C'était une déception pure et brute. « Papa, où sont-ils » ai-je étouffé en agrippant le grillage métallique glacial de la porte moustiquaire. Julien a pris Valérie. Il a pris Finn. Il est entré dans la banque et a vidé tout mon compte d'épargne. Le fond de la maison a disparu. Ma mère, Sylvia, est apparue derrière lui dans le couloir. Elle a croisé les bras fermement sur sa poitrine. « Rentre chez toi, Nolan » a dit mon père, la voix plate, morte et totalement dépourvue d'empathie. « Quoi ? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire ? Il a volé ma famille. Il a emmené un enfant malade dans un blizzard. Julien nous a tout raconté avant qu'il ne parte, a dit doucement ma mère en secouant la tête comme si j'étais un enfant têtu faisant un caprice. Il nous a dit comment tu la traitais, comment tu lui hurles dessus constamment, comment tu la prives d'argent au point qu'elle ne peut même pas s'acheter une robe convenable ou aller chez le coiffeur. C'est un mensonge psychotique absolu, ai-je hurlé dans le vent glacial, des larmes gelant sur mes joues. Je travaille 80 heures par semaine pour les garder en vie. Finn a besoin de ses médicaments. Cet argent était pour une maison. Arrête de faire une scène et de réveiller les voisins, Nolan, a tranché mon père en me foudroyant du regard.
Julien gère un immense portefeuille immobilier maintenant. Il nous a appelés depuis la route. Ils sont en sécurité. Il va s'occuper d'eux et donner à Valérie et Finn la vie que tu as été totalement incapable d'offrir. Tu as toujours été un homme amer et coincé. Si tu veux demander le divorce, fais-le. Mais n'attends pas un centime de notre part. Arrête d'être égoïste et laisse-les être heureux. Et puis, sans un mot de plus, mon propre père m'a fermé la solide porte en chaîne au nez. Le lourd peine dormant a claqué, résonnant dans la rue de banlieue silencieuse. Je suis resté sur le porche, la neige s'accumulant sur mes bottes à embout d'acier. Mes parents savaient, ils avaient encouragé et soutenu la destruction complète de ma vie. J'ai découvert plus tard, lors des audiences de faillite, qu'ils avaient même donné à Julien un prêt de 5 000 $ en liquide prélevé sur leur fonds de retraite pour l'aider à couvrir ses frais de déménagement et son premier mois de loyer à Chicago. Pour eux, j'étais le méchant, le raté d'ouvrier ennuyeux et violent qui empêchait leur fils prodige de sauver une demoiselle en détresse. Le lendemain matin, fonctionnant avec 0 heure de sommeil et de la pure adrénaline, je suis allé au commissariat de police. L'inspecteur Vargas, un homme à l'air fatigué avec une tache de café sur sa cravate bon marché, a écouté mon récit frénétique. Il a tapé quelques notes sur son clavier, puis a soupiré lourdement en se frottant les yeux. Écoutez, l'ami, je compatis. Vraiment. C'est une sale histoire. Mais Valérie est votre épouse légale. Son nom est sur ce compte bancaire conjoint. Légalement, elle n'a pas volé un centime. Elle a juste retiré ses propres fonds partagés. Et comme il n'y a pas d'accord de garde officiel, pas de papier de séparation ni de jugement de divorce, une mère qui emmène son fils en voyage à travers les frontières de l'État ne commet pas un enlèvement. C'est une affaire civile. Vous devez intenter une action en justice. Vous avez besoin d'un avocat de la famille, pas d'un flic. J'avais exactement 4,12 $ à mon nom. Je ne pouvais pas me payer un avocat. Je ne pouvais pas me payer un procès. Je ne pouvais même pas me payer un plein d'essence pour rouler jusqu'à Chicago et les chercher. Sans le petit revenu à temps partiel de Valérie à la boulangerie locale et avec l'épargne entièrement disparue, je ne pouvais plus payer le loyer de l'appartement en sous-sol. Le propriétaire m'a donné un avis d'expulsion. J'ai rompu le bail, perdu mon dépôt de garantie, emballé mes quelques vêtements restants dans des sacs poubelles et emménagé dans un studio minuscule et sordide situé au-dessus d'une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 dans le mauvais quartier de la ville. La cuisine n'était qu'une simple plaque chauffante graisseuse. La salle de bain avait la taille d'un placard à balai. Le battement rythmique et constant des machines à laver industrielles en dessous vibrait violemment à travers le plancher jour et nuit, rendant le sommeil impossible. J'ai passé 4 jours assis sur un matelas posé à même le sol, fixant le papier peint jaune qui s'écaillait, buvant de l'eau du robinet, attendant que mon cœur cesse tout simplement de battre. J'étais un mort-vivant. Je pensais avoir atteint la limite absolue de la souffrance humaine. J'avais tort. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le 5e jour, alors que j'étais assis dans ce studio qui vibrait au rythme des odeurs de lessive, mon téléphone fissuré a sonné. Cela m'a tellement surpris que j'ai failli le laisser tomber. L'identification de l'appelant affichait un indicatif régional de Chicago. Mon cœur a cogné contre mes côtes comme un marteau-piqueur. J'ai répondu, m'attendant à entendre la voix arrogante et suffisante de Julien se vanter de sa nouvelle vie, ou peut-être Valérie exigeant que j'envoie le maigre salaire qui me restait du chantier naval pour financer son nouveau train de vie. Est-ce bien Nolan, a demandé une voix de femme. C'était une voix nette, très professionnelle et empreinte d'une urgence absolue. Ici le docteur Aéris des urgences de l'hôpital Mercy à Chicago. Nous avons un certain Samuel Finn ici. Il a été admis il y a 1 heure avec un état de mal asthmatique sévère. Ses voies respiratoires sont dangereusement compromises. Il a réussi à nous donner ce numéro de téléphone avant que nous ne devions l'intuber. Le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. La pièce s'est mise à tourner. Où est sa mère? Où est Valérie? Elle a ses médicaments. Le docteur Aéris a marqué une pause. Le lourd silence au bout du fil en disait long. C'était le silence d'un professionnel de santé essayant de contenir son dégoût. Monsieur, une femme l'a déposé au sas des ambulances. Elle n'est même pas entrée. Elle a dit à l'infirmière de triage qu'elle devait aller garer sa voiture pour éviter d'avoir une amende. C'était il y a 2 heures. Nous l'avons appelée à plusieurs reprises par haut-parleur. Nous avons fouillé le parking. Elle n'est pas revenue.
Vous devez venir immédiatement. Je n'ai pas fait de sac. Je n'ai pas fermé la porte à clé. J'ai dévalé les escaliers en bois raide, me suis jeté dans mon camion rouillé et j'ai roulé. J'ai enfreint toutes les limitations de vitesse entre Duluth et Chicago. Je ne me suis arrêté pour prendre de l'essence que lorsque l'aiguille était tellement enfoncée au-delà du vide que le moteur a commencé à tousser. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. Tout ce que je voyais dans mon esprit, c'était mon garçon luttant pour respirer dans une pièce froide et stérile d'une ville inconnue, complètement abandonnée par les personnes qui prétendaient lui offrir le monde. Lorsque j'ai enfin franchi en courant les portes vitrées coulissantes de l'hôpital Merci, mes vêtements étaient trempés de sueur froide et mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas signer le registre des visiteurs. Le docteur Iris m'a accueilli à la réception et m'a conduit directement à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Je suis entré dans la chambre et mon âme s'est brisée à nouveau. Finn était allongé dans un lit d'hôpital qui semblait absurdement et terrifiant grand pour son corps frêle de 9 ans. Il était relié à une multitude de moniteurs, des perfusions serpentant dans ses petits bras, un lourd masque à oxygène fermement fixé sur son visage pâle. Sa poitrine se soulevait avec un effort désespéré et incroyable, les espaces entre ses côtes se creusant profondément à chaque respiration agonisante. Le sifflement mécanique et rythmique de l'oxygène et les bips frénétiques du moniteur cardiaque emplissaient la pièce. Je me suis effondré sur la chaise en plastique à côté de son lit et j'ai saisi sa minuscule main glacée. Mes mains calleuses et cicatrisées semblaient si rudes, si sales contre sa peau pâle. J'ai détesté mes mains à ce moment-là. J'ai détesté ma pauvreté. J'ai détesté mon salaire pathétique. J'ai détesté avoir un jour laissé Julien franchir le seuil de ma maison. Le docteur Iris m'a doucement entraîné dans le couloir, loin de la porte vitrée. Il se stabilise maintenant, mais c'était incroyablement juste, a-t-elle dit, sa voix descendant dans un chuchotement furieux et déterminé. Nolan, lorsqu'il a été admis, avant qu'il ne perde la capacité de parler, je lui ai demandé où était son inhalateur de secours et sa machine à nébulisation. Tout enfant asthmatique voyage avec. Savez-vous ce que votre fils m'a dit? J'ai secoué la tête, un pressentiment sombre et lourd s'accumulant au fond de mon estomac. Il m'a dit que sa mère avait apporté la machine à nébulisation dans un mont-de-piété il y a 3 jours parce qu'elle avait besoin d'argent liquide rapidement pour s'acheter un sac à main de contrefaçon assorti à son nouveau manteau. Elle a déclenché sa grave crise d'asthme en fumant des cigarettes bon marché dans une chambre d'hôtel mal ventilée avec un homme. Et quand il n'a plus pu respirer, quand ses lèvres sont devenues bleues, elle a paniqué. Elle savait qu'elle ne pouvait pas payer une facture d'hôpital et elle ne voulait pas que les services de protection de l'enfance soient appelés, alors elle l'a jeté ici et elle a fui. La rage qui s'est allumée en moi dans ce couloir d'hôpital n'était ni chaude, ni enflammée, ni explosive. C'était une glace absolue, en dessous de zéro. Elle a gelé mon sang. Valérie n'avait pas seulement volé mon argent. Elle n'avait pas seulement rompu ses vœux. Elle avait activement et consciemment échangé la capacité de respirer de notre fils contre un faux sac à main de luxe. Elle avait troqué sa vie contre un accessoire. Je suis retourné dans la chambre et me suis assis lourdement sur la chaise. J'ai sorti mon téléphone. Je connaissais le numéro de Julien par cœur. J'ai fixé l'écran fissuré. J'étais prêt à jeter la moindre miette de ma dignité. J'étais prêt à appeler mon frère et à supplier. Je lui offrais la garde légale totale dans le divorce. Je signais pour lui céder mes gains futurs. Je souscrirais des prêts sur salaire usuraire. Si seulement il pouvait me transférer $2000 pour couvrir le reste à charge de l'hôpital et sortir Finn de cette ville. J'étais prêt à ramper sur le ventre comme un chien. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel vert. Soudain, j'ai senti une pression faible et tremblante sur mes doigts. J'ai baissé les yeux. Les yeux de Finn étaient ouverts. Ils étaient injectés de sang, épuisés et cernés de violet foncé. Mais il me regardait droit dans les yeux. Il a vu le téléphone dans ma main. Il a vu les larmes tracer des sillons dans la suie et la crasse de mon visage. Il a levé une main tremblante et a baissé le masque à oxygène d'une fraction de centimètre. « Papa » a-t-il murmuré d'une voix qui ressemblait à des feuilles mortes et sèches raclant le trottoir. « Je suis là, fiston. Je suis juste là. Papa va arranger ça. Je vais appeler l'oncle Julien pour qu'il nous aide. » Ne les appelle pas, a chuchoté Finn. Je me suis figé en le fixant. Finn, nous devons payer pour ça. Je n'ai pas l'argent pour les médicaments. Ne les appelle pas, a-t-il répété.
Sa voix était incroyablement faible, à peine un souffle, mais le ton sous-jacent était forgé dans de l'acier pur. C'était la voix d'un garçon qui venait d'être laissé pour mort sur un trottoir par sa propre mère et qui avait survécu. J'ai fixé mon fils de 9 ans. Il venait d'endurer la trahison ultime, le genre de traumatisme psychologique profond qui brise des hommes faits et les détruit à jamais. Pourtant, en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé avec une clarté absolue qu'il était infiniment plus fort que moi. Il ne pleurait pas après sa mère. Il ne demandait pas pourquoi elle était partie. Il exigeait que nous coupions définitivement cette pourriture toxique de nos vies, une fois pour toutes. J'ai lentement baissé mon téléphone. J'ai regardé l'écran fissuré, puis j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, l'éteignant complètement. J'ai essuyé mon visage avec la manche rugueuse et tachée de graisse de ma chemise de travail. « Tu as raison, Finn », ai-je dit. Et pour la toute première fois depuis des semaines, ma voix n'a pas tremblé. La victime pathétique et impuissante en moi est morte sur cette chaise d'hôpital en plastique. Et quelque chose de froid, de calculateur et d'impitoyable a pris sa place. Nous n'avons pas besoin d'eux. C'est juste toi et moi maintenant. Nous formons une équipe. Et je te jure devant Dieu, Finn, que je ne laisserai plus jamais personne nous faire sentir aussi impuissants. J'ai ramené Finn dans ce studio exigu au-dessus de la laverie 2 jours plus tard. Le service de facturation de l'hôpital m'a remis une note de près de 4000 $. Je n'ai pas scié. Je me suis assis avec le conseiller financier et j'ai signé un plan de paiement, 50 $ par mois, chaque mois pour le reste de ma vie naturelle si c'était ce qu'il fallait. Je m'en moquais. C'était une dette que je portais comme une armure. Lorsque j'ai porté Finn en haut de ces escaliers raides en bois et que je l'ai couché doucement sur le simple matelas au sol, j'ai regardé la pièce misérable. Ce n'est pas grand-chose, mon grand, ai-je chuchoté en remontant la couverture jusqu'à son menton. Finn a pris une grande et claire inspiration de l'air chaud parfumé à la lessive qui montait des machines en dessous. « C'est chaud, papa ?» a-t-il dit en fermant les yeux, un petit sourire paisible sur le visage. « Et tu es là. C'est suffisant. » Je me suis assis près de la fenêtre cette nuit-là, regardant la neige tomber sur la rue sale en contrebas, écoutant le battement rythmique des machines à laver. J'ai fait un vœu silencieux. J'allais construire une forteresse brique par brique, dollar par dollar. J'allais obtenir cette promotion. J'allais acquérir du pouvoir, de l'argent et de l'influence. Pas pour acheter des foulards de créateurs ou louer des voitures de sport à accent grave-l'œil, mais pour m'assurer que si jamais Julian, Valérie ou mes parents tentaient de revenir dans notre orbite, j'aurais le pouvoir absolu de les anéantir légalement et financièrement. La tempête était loin d'être terminée, mais je ne la fuyais plus. J'allais devenir la tempête. Les 10 années suivantes de ma vie n'ont absolument rien eu à voir avec ces montages de films inspirants où le héros reprend soudainement sa vie en main sur une chanson entraînante de 3 minutes. Il n'y a pas eu de succès magique du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de gain soudain à la loterie ni d'héritage secret qui m'attendait. Ce fut un labeur brutal, épuisant et profondément douloureux qui a mis à l'épreuve chaque fibre de mon endurance physique et mentale. Mais il y avait une différence fondamentale entre ma vie avant la trahison et ma vie après, je ne m'épuisais plus simplement pour survivre à la semaine. Je travaillais d'arrache-pied avec un objectif mortel, unique et incassable. J'ai complètement arrêté de boire. Je n'ai pas touché une seule goutte d'alcool pendant une décennie parce que l'alcool coûtait de l'argent et que l'argent était une munition. J'ai cessé d'acheter tout ce qui n'était pas une nécessité absolue pour la survie humaine. J'ai porté mes lourdes bottes de travail à embout d'acier jusqu'à ce que les semelles en caoutchouc épais se détachent littéralement, et au lieu d'acheter une nouvelle paire, je les ai enveloppées solidement de gros rubans adhésifs argentés et je les ai portés pendant 6 autres mois exténuants sur le sol glacé du chantier naval. Chaque centime de mon salaire hebdomadaire qui n'allait pas directement au loyer, à la nourriture bon marché comme les pommes de terre et le riz, ou à la dette médicale écrasante de Finn allait directement sur un nouveau compte d'épargne hautement sécurisé dans une banque totalement différente. Un compte auquel moi seul avais accès. Un compte où personne ne pourrait plus jamais entrer et voler l'avenir de mon fils. Au chantier naval, j'ai fondamentalement modifié toute ma stratégie opérationnelle. J'ai cessé d'être un simple soudeur anonyme et remplaçable attendant que le coup de sifflet d'usine retentisse à 17 heures. J'ai commencé à arriver 2 heures entières plus tôt, totalement bénévolement, juste pour m'asseoir dans la roulotte glacée du contremaître et étudier les plans architecturaux extrêmement complexes des nouveaux navires. J'ai posé sans relâche des questions hautement techniques et complexes aux ingénieurs en structure chevronnés jusqu'à ce qu'ils soient visiblement agacés par ma présence. Je restais tard,
bien après que le soleil mordant s'est couché sur l'étendue gelée du lac supérieur, pour organiser manuellement les immenses hangars à outils et auditer l'inventaire des équipements lourds. Je me suis forcé à devenir absolument indispensable à l'entreprise. 3 ans après le début de cette nouvelle vie implacable, le propriétaire principal du chantier naval, Monsieur Harrison, un homme bourru et incroyablement riche qui avait bâti son immense fortune maritime à partir de rien, a remarqué un problème critique. Une technique spécifique de soudage de coque, très coûteuse, sur un nouveau et gigantesque contrat militaire gouvernemental causait de graves retards structurels. Tout le projet perdait des milliers de dollars en liquide chaque jour où il restait en cale sèche. J'ai fait quelque chose qu'un simple soudeur d'atelier ne faisait jamais dans cette industrie, j'ai nettoyé la graisse noire de mon visage, je suis passé devant sa secrétaire intimidante, j'ai frappé fermement à sa lourde porte en verre et j'ai présenté un plan complet. Méticuleusement dessiné à la main, pour restructurer entièrement toute la séquence de soudage. Je lui ai montré exactement où les points de tension structurelle cédaient sous les températures froides et précisément comment les contourner en utilisant un alliage complètement différent et hautement spécialisé que j'avais passé des mois à étudier sur mon temps personnel. Je n'ai pas seulement signalé un problème, je lui ai apporté la solution mathématique exacte. Mon plan n'a pas seulement fonctionné, il a fait économiser à toute son entreprise plus de 150 000 $ en un seul trimestre fiscal. Monsieur Harrison ne s'est pas contenté d'une tape polie dans le dos ou d'un chèque cadeau symbolique. Il m'a appelé dans son bureau la semaine suivante et m'a accordé une promotion colossale qui a changé ma vie. J'ai été officiellement nommé contremaître principal, passant directement devant 3 hommes plus âgés qui travaillaient là depuis 10 ans de plus que moi. J'ai pris cette augmentation de salaire substantielle et inattendue et j'en ai versé chaque centime directement dans un fonds d'études à haut rendement pour Finn. Je n'ai pas changé d'appartement. Je n'ai pas acheté de nouveaux camions. J'ai sécurisé l'avenir universitaire de mon fils. 4 ans après cette promotion initiale, après avoir prouvé de manière constante que je pouvais gérer la logistique et les hommes mieux que quiconque dans le chantier, j'ai été promu une fois de plus au poste de directeur des opérations. J'avais officiellement quitté le sol glacial de l'atelier. Je ne tenais plus de lourds chalumeaux et ne portais plus de coton inifugé sale. Je portais un casque de chantier blanc et propre, une chemise à col ajustée et impeccable, et je dirigeais personnellement une immense équipe de 300 hommes qualifiés. Grâce à ce nouveau salaire de cadre très lucratif, je l'ai enfin fait, j'ai acheté une maison. Ce n'était pas un manoir tentaculaire ou ridicule, mais c'était une forteresse absolue. Elle disposait d'une isolation en mousse projetée épaisse haut de gamme dans chaque mur, de fenêtres renforcées à triple vitrage et d'un tout nouveau système CVC de qualité commerciale équipé de purificateurs d'air et pas de niveau hospitalier spécifiquement installé pour protéger les poumons de Finn. Et surtout, elle avait une porte d'entrée en chêne massif incroyablement lourde avec un épais pêne dormant en laiton qui se verrouillait avec un clic métallique satisfaisant. À mesure que je gravissais rapidement les échelons de l'entreprise au chantier naval, j'ai également commencé à faire des investissements financiers hautement calculés et agressifs. J'ai pris une part importante de mes économies qui augmentaient rapidement pour acheter une participation minoritaire de contrôle dans une entreprise régionale de fourniture maritime qui desservait directement notre chantier naval et plusieurs autres à travers les Grands Lacs. C'était une entreprise de logistique discrète, sans éclat, travaillant dans les coulisses, mais elle générait un flux de trésorerie massif, constant et totalement fiable. Je ne gagnais plus seulement un salaire, je bâtissais activement une véritable richesse générationnelle. Je construisais un empire sur les cendres que Valérie et Julien avaient laissées derrière eux. Finn a changé tout autant que moi durant cette décennie. Il a absolument refusé de laisser le traumatisme terrifiant d'avoir été abandonné par sa propre mère dans cet hôpital stérile de Chicago briser son esprit. Au lieu de cela, il a canalisé chaque once de sa colère et de sa peur persistante dans une quête incessante de compréhension du corps humain. Il voulait savoir exactement pourquoi ses propres poumons l'avaient trahi. Il dévorait des manuels médicaux massifs et incroyablement denses, des revues de biologie avancées et des encyclopédies d'anatomie complexes pendant que les autres enfants de son âge jouaient à des jeux vidéo. Il était absolument et indéniablement brillant. Lorsque nous avons atteint la barre des 10 ans, j'avais 44 ans. Le stress écrasant et incessant de ma trentaine avait rendu mes cheveux complètement argentés, assortis à la perfection à l'acier industriel que j'avais l'habitude de souder. Mais je me tenais plus droit. Mes épaules étaient larges. J'étais en sécurité financière totale. J'avais un portefeuille de retraite blindé et une stabilité financière à toute épreuve. Finn avait maintenant 19 ans. Grâce à un nouveau protocole de traitement expérimental révolutionnaire qu'il avait lui-même aidé à rechercher et proposer à sa propre équipe de pneumologues,
son asthme sévère était totalement contrôlé à 100%. Il avait grandi de 15 cm rien que pendant sa dernière année de lycée. Il n'était plus le garçon fragile et terrifié grelottant de manière incontrôlable dans un lit d'hôpital. C'était un étudiant en pré-médecine aux larges épaules, extrêmement confiant et incroyablement intelligent à l'université du Minnesota, qu'il fréquentait grâce à une bourse d'études prestigieuse et complète. Nous ne parlions absolument jamais de Valérie ou de Julien. Nous ne mentionnions jamais mes parents. Ils étaient entièrement morts pour nous. Ils n'étaient rien de plus que les fantômes d'une vie misérable passée. Mais ce qui est étrange avec les fantômes, c'est qu'ils trouvent toujours inévitablement un moyen de venir vous hanter au moment où vous vous y attendez le moins. Des rumeurs sordides revenaient parfois jusqu'à Duluth par le biais de membres de la famille élargie et d'anciennes connaissances. J'ai appris par un cousin éloigné que la société d'immobilier commercial de Chicago tant vantée et arrogante de Julien n'était en réalité rien de plus qu'un système de Ponzi élaboré et hautement prédateur. Il avait brûlé des millions de dollars d'investisseurs naïfs, acheté une flotte de voitures de luxe ridicules, vécu dans un immense penthouse, puis tout le château de cartes frauduleux s'était effondré de manière catastrophique lorsque le marché s'était retourné. La SEC avait mené une enquête agressive contre lui pour fraude d'entreprise massive, bien qu'il ait réussi de justesse à éviter la prison fédérale en déclarant une faillite totale et humiliante et en liquidant chaque bien qu'il possédait. J'ai également appris les nouvelles dévastatrices et pathétiques concernant mes parents, Richard et Sylvia. Ils avaient secrètement contracté une énorme deuxième hypothèque sur leur maison de banlieue entièrement payée et liquidé l'intégralité de leur portefeuille de retraite pour injecter des sommes massives d'argent chez Julien, tentant désespérément de sauver son entreprise en faillite. Ils avaient essentiellement misé tout mon héritage et leur propre survie sur ces mensonges de sociopathes. Lorsque sa fausse entreprise a fini par sombrer, ils ont absolument tout perdu. La banque a agressivement saisi leur maison. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ils vivaient dans un mobil-home délabré et déprimant garé dans l'humidité de la Floride, complètement fauché, aigri et dépendant entièrement de maigres chèques de sécurité sociale pour acheter de la nourriture bon marché. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pas ressenti la moindre once de joie, de triomphe ou de bonheur. Mais je n'ai pas non plus ressenti une once de pitié ou d'obligation familiale. Je n'ai absolument rien ressenti. C'était exactement comme lire un article ennuyeux sur un accident de la route mineure dans une ville étrangère que je n'avais jamais visitée. C'était au début du mois de décembre. Finn avait récemment été invité à une cérémonie de remise de prix officielle et très prestigieuse à l'université. Il avait coécrit un article médical brillant et novateur sur les protocoles d'urgence en matière de détresse respiratoire, qui suscitait une attention nationale massive dans les principales revues médicales. Mon garçon, l'enfant qui ne pouvait autrefois même pas respirer sans une machine, enseignait désormais activement à des médecins chevronnés et expérimentés comment sauver des vies humaines. « Papa, j'ai besoin d'un vrai costume pour la cérémonie », m'a dit Finn un matin frais au petit déjeuner. Un costume sur mesure, pas quelque chose de bon marché acheté sur un cintre dans un grand magasin. Je veux avoir l'air à la hauteur. Nous sommes donc descendus à Minneapolis dans mon nouveau camion, directement au gigantesque Mall of America. Nous avons complètement contourné les magasins bondés ordinaires et sommes entrés directement dans l'une de ces boutiques de prêt-à-porter masculin européennes haut de gamme et très exclusives. Le genre d'endroit intimidant où un homme portant un gilet parfaitement taillé vous offre immédiatement un double expresso ou de l'eau gazeuse dès la seconde où vous franchissez le seuil. Je me suis calé confortablement dans un fauteuil en cuir véritable moelleux en sirotant un expresso chaud, observant fièrement Monsieur Rossi, le vieux maître tailleur, prendre méticuleusement les mesures de Finn pour un costume italien sur mesure. Finn se tenait incroyablement droit, les épaules larges, la posture absolument parfaite. Il ressemblait à un homme qui possédait le monde. Il avait l'air d'un gagnant absolu et incontestable. Je portais un pardessus en laine épais et incroyablement cher, un jean sombre taillé sur mesure et des bottes en cuir de haute qualité faites à la main. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, un homme aux moyens financiers importants et discrets, qui avait totalement survécu à la tempête et l'avait vaincu. Monsieur Rossi nous a remis la lourde housse de vêtements avec une inclinaison profonde et très respectueuse. Nous sommes sortis de la boutique feutrée, Finn riant aux éclats d'une plaisanterie que je venais de faire, complètement détendu et heureux. C'est exactement à ce moment-là que nous les avons vus. Ils se tenaient près de la grande fontaine décorative au centre de l'allée commerçante animée. Au début, mon cerveau a simplement refusé de les reconnaître. Je cherchais inconsciemment le couple brillant, arrogant, parfait et éclatant d'il y a 10 ans, la belle femme au foulard de soie émeraude et l'homme suffisant dans son costume européen impeccable. Ce n'était absolument pas eux qui se tenaient près de la fontaine.
L'homme était atteint d'une calvitie avancée, le visage bouffi, rouge et couvert d'une pellicule de sueur anxieuse et malsaine. Il portait un costume, mais il était incroyablement bon marché, brillant à tous les mauvais endroits et visiblement élimé de manière pathétique au coude et au poignet. Ses chaussures de ville étaient affreusement éraflées et ternes. La femme qui se tenait à côté de lui était Valérie, mais elle paraissait 20 ans de plus, pas 10. Ses cheveux autrefois magnifiques qui arrêtaient la circulation étaient désormais cassants, secs et teints d'un jaune criard et bon marché pour cacher les racines grises. Elle portait un manteau en fausse fourrure élimée et feutré qui semblait avoir été tiré d'un bac de don d'une friperie. Elle serrait désespérément contre sa poitrine un faux sac à main de créateur craquelé et évident, comme un bouclier protecteur. Ils se disputaient âprement, leur voix étant aiguë, fatiguée et pleine d'un ressentiment mutuel. Puis Julien a tourné la tête, et ses yeux injectés de sang se sont verrouillés directement sur les miens. Je me suis arrêté de marcher. J'ai planté fermement mes pieds sur le carrelage poli du centre commercial, me tenant comme un roc solide et immobile au milieu du flot d'acheteurs des fêtes affairées. Finn s'est arrêté juste à côté de moi, remarquant instantanément mon soudain changement de posture. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique brute, sans filtre et absolu s'inscrire sur le visage bouffi et vieillissant de Julien. Il a vu mon coûteux manteau de laine. Il a vu la lourde montre en or à mon poignet. Il a vu la stature imposante de Finn, sa santé évidente et la lourde housse de vêtements de marque provenant du tailleur le plus cher de tout le centre commercial. Il a instantanément et mathématiquement calculé le fossé immense et infranchissable qui séparait nos situations actuelles dans la vie. Puis l'ancien Julien, répugnant, a repris le dessus avec violence. Le masque désespéré du vendeur menteur s'est plaqué sur ses traits. Il a affiché un large sourire désespéré et incroyablement faux et s'est mis à trottiner pratiquement vers nous, ignorant totalement l'énorme tension dans l'air. Nolan. Oh mon Dieu, Nolan. C'est vraiment toi, a crié Julien très fort, attirant intentionnellement l'attention des passants pour forcer la politesse. Il a ouvert grand les bras, agissant comme si nous étions des amis d'enfance perdus de vue depuis l'université, comme s'il n'avait pas volé toutes mes économies et laissé mourir mon fils unique. Il est arrivé à notre hauteur et a réellement essayé de me serrer dans ses bras. Je n'ai pas bougé d'un seul muscle. Je l'ai simplement fixé avec des yeux aussi froids qu'un hiver à du luth. Il a laissé retomber ses bras maladroitement, son faux sourire faiblissant pendant une microseconde alors qu'il ressentait la température glaciale de mon regard. Et regarde-moi ça, a poursuivi Julien en pivotant avec souplesse pour diriger son charme huileux et désespéré vers Finn. Julien a tendu une main soignée et légèrement tremblante pour tapoter vigoureusement l'épaule de Finn. Finn n'a pas scié. Il n'a pas détourné le regard. Il a simplement fait un pas en arrière fluide, hautement calculé et incroyablement dédaigneux. La main de Julien a frappé l'air vide, restant suspendue là de manière pathétique. À ce moment précis, Valérie est arrivée en hâte, ses talons bon marché claquant sur le carrelage. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés, injectés de sang et totalement enfoncés dans leurs orbites. Puis elle a regardé Finn. Elle a vu la housse de costume de prix. Elle a vu l'aura indéniable de richesse, de santé et de stabilité qui nous entourait. Elle a vu la mâchoire carrée et les yeux clairs et intelligents du fils qu'elle avait abandonné pour un faux sac à main. Finn, a chuchoté Valérie. Sa voix tremblait violemment, se brisant sous une émotion soudaine. Finn, mon bébé, c'est vraiment toi. Elle a tendu la main vers son visage, un regard de désir maternel désespéré et hautement manipulateur envahissant soudainement ses traits fatigués, comme si les 10 dernières années brutales ne s'étaient jamais produites. N'essaie pas, a dit Finn. Il n'a pas crié. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air blessé. Il avait l'air poli, clinique, incroyablement distant et impitoyablement froid. La main tremblante de Valérie s'est figée complètement en plein vol. L'absence totale et absolue d'émotion dans la voix de Finn l'a frappé bien plus durement qu'une gifle physique en plein visage n'aurait jamais pu le faire. Elle a reculé physiquement, son manteau de friperie bon marché bruissant bruyamment. Ses yeux allaient follement du visage impassible de Finn à mon expression totalement indéchiffrable. Nolan, est intervenu précipitamment Julien en baissant la voix d'un ton complice, ses yeux scrutant nerveusement le centre commercial animé comme un rat acculé cherchant une issue de secours. Écoute, mec, c'est le destin absolu de vous croiser ici, maintenant. C'est un signe énorme de l'univers. Nous avions l'intention de vous appeler depuis des mois. Les choses ont simplement été folles. Tu sais, le marché de l'immobilier commercial a pris un coup imprévisible énorme.
La macroéconomie, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, toute cette bureaucratie d'entreprise. Mais nous rebondissons. Nous sommes sur le point de faire un retour massif. Nous avons un coût énorme en préparation. Nous cherchons d'ailleurs activement des investisseurs de premier tour pour une start-up technologique infaillible dans le secteur de la logistique. Je suis simplement resté là à le laisser parler. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe avec sa langue. Il était réellement en train de le faire, debout dans un costume élimé et bon marché, sentant le café rassis, l'eau de Cologne bas de gamme et le désespoir pur, avec une terreur absolue hurlant derrière ses yeux, il essayait de m'escroquer. Il essayait de vendre un investissement frauduleux et inexistant au grand frère dont il avait volé le fonds de maison une décennie plus tôt. C'était un niveau d'illusion sociopathique qui frôlait la folie clinique. J'ai lentement baissé les yeux vers ses chaussures gravement éraflées. Puis j'ai lentement relevé la tête et je l'ai regardé droit dans ses yeux injectés de sang. Je sais exactement comment se porte le marché, Julian, ai-je dit, ma voix étant parfaitement posée, calme et totalement dépourvue de chaleur. Je sais aussi que ton cabinet immobilier a fait l'objet d'une enquête agressive de la SEC en tant que système de Ponzi massif et frauduleux. Je sais que tu as déposé le bilan sous le chapitre 7 pour éviter la prison fédérale. Je sais que tu as complètement vidé les comptes de retraite de Richard et Sylvia, forcé la saisie de leur maison entièrement payée et les as installés dans un parc de mobil-homes crasseux juste pour payer ton avocat pénaliste. Le sourire artificiel et plaqué de Julian s'est instantanément brisé en 1 million de morceaux. Le sang a totalement quitté son visage, le laissant pâle, grisâtre et incroyablement vieux. Valérie a poussé un cri étouffé, plaquant sa main sur sa bouche, les yeux écarquillés de terreur pure. Comment sais-tu tout ça, a bafouillé Julian en reculant physiquement, les mains tremblantes le long du corps. Parce que je possède une participation majoritaire dans Vanguard Marine Supply, ai-je déclaré platement, assénant les mots comme des coups de marteau. La société même de logistique et d'approvisionnement qui a racheté le registre des dettes impayées de ta société écran en faillite pendant tes procédures de liquidation humiliantes. Mes avocats d'entreprise possèdent tes dettes restantes, Julian. Je possède littéralement le papier de ta ruine financière. Je te possède. Julian m'a fixé, la bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson étouffé tiré hors de l'eau. Il était totalement paralysé par la révélation déconcertante que le pauvre soudeur ouvrier qu'il avait impitoyablement raillé et volé se trouvait désormais tout en haut de la chaîne alimentaire financière, tenant fermement sa laisse dans sa main. Nolan, attends, s'il te plaît, s'est écriée Valérie en se jetant soudainement en avant pour attraper la manche de mon coûteux manteau de laine. Sa prise était faible, frénétique et tremblante. Nous sommes une famille. Cela ne signifie-t-il plus rien pour toi? Nous avons fait de terribles erreurs, oui. J'étais jeune. J'étais confuse. J'avais peur des factures médicales. Mais nous sommes toujours une famille légalement. Nous n'avons même jamais finalisé de divorce. Je suis toujours ton épouse légale. J'ai des droits. J'ai baissé les yeux vers son vernis à ongles bon marché et écaillé qui agrippait mon manteau cher. Je n'ai pas repoussé sa main avec colère. J'ai simplement tendu la mienne, saisi son poignet avec une force froide, ferme et incontestable, et retiré physiquement ses doigts de mon vêtement, un par un. J'ai demandé le divorce par défaut pour cause d'abandon total il y a 8 ans, Valérie. Tu ne t'es pas présentée à l'audience de garde. Tu ne t'es pas présentée à la médiation et tu ne t'es pas présentée à la procédure de divorce finale parce que tu étais trop occupée à fuir ta longue liste de créanciers en colère, ai-je dit, ma voix tranchant nettement le bruit ambiant du centre commercial comme un scalpel chirurgical. Tu n'as absolument rien. Tu n'as droit à absolument rien. Julian est ta famille maintenant. Tu l'as choisi. Tu as volé 18 000 $ à ton enfant malade pour être avec lui. Je ne suis qu'un homme riche que tu as connu autrefois. Nolan, s'il te plaît, a supplié Julian, abandonnant complètement son rôle de vendeur arrogant. La panique dans sa voix était brute, authentique et profondément pathétique. Nous logeons dans un misérable motel si infesté de punaises de lit juste à côté de l'autoroute. Chambre 112. Nous ne pouvons même plus payer le tarif hebdomadaire. Ils vont nous jeter dehors dans la neige demain. S'il te plaît, viens juste boire un verre. Pour le bon vieux temps. Nous avons besoin de rattraper le temps perdu. Papa et maman te manquent aussi. Ils parlent de toi tout le temps. Ils pleurent pour toi. Dis à Richard et Sylvia qu'ils ont misé sur le mauvais cheval, ai-je dit calmement en ajustant mon manteau. Profitez bien du motel.
Je leur ai tourné le dos. Finn a suivi sans hésiter, calquant exactement sa posture sur la mienne. Nous nous sommes éloignés, nos pas parfaitement synchronisés, avançant avec la confiance tranquille d'hommes qui n'avaient plus rien à prouver. Nous ne nous sommes pas retournés. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour voir leur réaction ou les regarder s'effondrer. Nous les avons simplement laissés là, complètement seuls près de la fontaine, se noyant dans leurs propres échecs catastrophiques et irréversibles. Nous n'avons pas prononcé un seul mot jusqu'à ce que nous ayons traversé l'immense parking, soyons montés dans mon camion chaud et silencieux, et nous insérions en douceur sur l'autoroute pour remonter vers le nord, vers Duluth. « As-tu regardé ces chaussures, papa ?» a demandé Finn avec désinvolture en tendant la main pour régler la bouche de chauffage. « Oui » ai-je répondu, gardant les yeux fixés sur la route. Elles avaient des trous usés jusqu'à la corde à travers le cuir, je pouvais voir ces chaussettes, a fait remarquer Finn d'une voix totalement analytique. J'ai vu ça aussi. Bien, a dit Finn en tournant la tête pour regarder par la vitre passager les bancs de neige qui défilaient. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 en commentaire ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement davantage de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me fait également savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour que je continue à partager la suite de ce parcours. Nous pensions sincèrement et véritablement que c'était la fin. Nous pensions que la confrontation au centre commercial, le démantèlement verbal absolu de toute leur existence pathétique était le dernier chapitre de notre sombre histoire. Nous pensions avoir atteint une clôture totale et définitive. Mais la règle fondamentale de la nature humaine, en particulier lorsqu'on a affaire à des individus narcissiques hautement toxiques, et que les gens désespérés ne s'effacent pas discrètement dans l'ombre en acceptant leur défaite. Lorsqu'ils sont acculés, lorsque les conséquences de leurs propres actes terrifiants finissent par les rattraper, ils deviennent violemment désespérés. Ils nous ont traqués. J'ignore exactement comment ils ont réussi à trouver mon adresse privée. Peut-être ont-ils engagé un détective privé minable et véreux avec le reste de leur argent liquide, ou peut-être ont-ils simplement cherché mes registres d'impôts fonciers en ligne. Mais ils ont trouvé exactement l'endroit où la forteresse avait été bâtie. C'était le réveillon de Noël, la nuit la plus sacrée et protégée de l'année pour Finn et moi. Les météorologues locaux l'appelaient la tempête de la décennie. Duluth était absolument et impitoyablement enseveli sous un blizzard historique et aveuglant. La neige tombait en rideaux épais, lourds et horizontaux qui effaçaient complètement l'horizon et engloutissaient les lampadaires dans un gouffre blanc tourbillonnant. La pression barométrique s'était effondrée et la température avait chuté violemment à -32°C, -25°F, avec un refroidissement éolien hurlant qui pouvait causer de graves engelures irréversibles sur la peau exposée en moins de 10 minutes. La police d'État avait émis des interdictions de circuler d'urgence obligatoires, avertissant tout le monde de ne pas prendre la route sous peine de mourir de froid dans leur véhicule. À l'intérieur de ma maison lourdement fortifiée, c'était un sanctuaire impénétrable absolu. L'immense cheminée en pierre du salon rugissait, projetant une lueur orange riche et chaleureuse sur les planchers en bois franc ciré. L'incroyable odeur de pain frais du sapin et d'une dinde rôtissant au four emplissait l'air. Finn et moi étions confortablement assis dans le salon à boire du cidre chaud, regardant un vieux film classique à la télévision. Nous étions en sécurité totale. Nous étions entièrement intouchables. Puis, fendant le vent hurlant à l'extérieur, un coup a retenti. Ce n'était pas un coup discret ou hésitant. C'était un martèlement frénétique, lourd et incroyablement violent. Quelqu'un frappait de ses poings nus contre ma solide porte d'entrée en chêne avec chaque once d'énergie désespérée qui lui restait dans son corps gelé. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement posé ma tasse en céramique sur la table basse. Je savais exactement qui se tenait de l'autre côté de ce bois épais. Je crois qu'au fond de mon subconscient, j'ai toujours su qu'ils finiraient par venir ramper à ma porte lorsque les vrais loups viendraient enfin les chercher. J'ai regardé Finn. Il a pris la télécommande et a calmement mis le film en pause. Il m'a regardé, l'expression totalement indéchiffrable, la mâchoire serrée, et m'a fait un signe de tête ferme. Je me suis levé lentement et j'ai marché dans le couloir jusqu'à l'entrée. J'ai tendu la main, d'un geste assuré, et j'ai tourné le lourd pêne dormant en laiton. J'ai tiré la lourde porte en chêne vers moi. Le vent violent et hurlant a rugi en s'engouffrant dans le vestibule, apportant avec lui une bourrasque de neige violente et d'air glacial, refroidissant instantanément l'entrée.
Julien et Valérie se tenaient sur mon porche couvert. Ils ressemblaient littéralement à des cadavres ambulants. Ils ne portaient pas de vêtements d'hiver appropriés, seulement ces manteaux fins, inutiles et pathétiques du centre commercial et des baskets bon marché trempées de neige. Derrière eux, tout au bout de ma longue allée enneigée, je pouvais à peine distinguer la silhouette d'une vieille berline rouillée, totalement à l'arrêt, ses feux de détresse clignotant faiblement, ensevelis jusqu'au capot dans une énorme congère. Julien avait l'air absolument terrifiant. Il avait un énorme œil au beurre noir complètement fermé par le gonflement, faisant virer la peau environnante à une teinte écœurante de violet foncé et de jaune. Sa lèvre inférieure était largement fendue, du sang séché formant une croûte épaisse sur son menton et son cou. Il tremblait violemment, les épaules voûtées, ses dents claquant si fort que je pouvais distinctement les entendre s'entrechoquer rapidement par-dessus le rugissement du blizzard. « Nolan, s'il te plaît » a hurlé Julien, la voix brisée par une terreur pure et sans mélange. « Tu dois nous laisser entrer tout de suite. Ils arrivent. Les usuriers. Ils nous ont suivis depuis Chicago. Ils nous ont fait sortir de la route. Ils ont dit qu'ils allaient me briser les 2 jambes avec une batte de baseball et me mettre définitivement en fauteuil roulant si je ne leur remets pas 50 000 $ en liquide avant minuit. » Il a désespérément tenté d'avancer, essayant de forcer le passage pour entrer dans la chaleur de mon vestibule. Je n'ai même pas levé les mains pour l'arrêter. J'ai simplement déplacé mon poids et bloqué toute la porte avec ma large épaule. Je suis un homme très imposant. Des années à manier de lourds outils en métal et à grimper sur les échafaudages des navires m'avaient transformé en un mur solide de muscles denses. Julien a rebondi sur ma poitrine comme un oiseau frêle et mourant heurtant une baie vitrée. Il a trébuché en arrière dans la neige tourbillonnante sur le porche. « Nolan, je t'en supplie à genoux » a gémi Valérie, des larmes gelant instantanément sur ses joues pâles à mesure qu'elles coulaient. Elle a enroulé ses bras minces fermement autour d'elle, tremblant de manière incontrôlable, les dents claquantes. Il gèle dehors. Nous allons littéralement mourir dans cette tempête. S'il te plaît, je suis tellement désolé. Je suis désolé d'avoir pris l'argent de la maison. Je suis désolé d'être parti. Je suis désolé pour tout. Laisse-nous juste entrer près du feu. S'il te plaît. Tu veux 50 000 $, Julien, ai-je demandé, ma voix traversant aisément le vent hurlant, totalement plate et dépourvue de toute sympathie humaine. Oui, oui, s'il te plaît, frangin. Tu les as. Je sais que tu les as. Maman a dit que tu possédais cette immense entreprise de fourniture maintenant. Tu as la trésorerie. Aide-moi, Nolan. Je suis ton frère de sang. Tu ne peux pas les laisser me tuer pour une mauvaise dette. Tu es entré dans une banque le jour de la Saint-Valentin et tu as volé 18 000 $ à un enfant mourant, ai-je déclaré en le fixant avec des yeux de silex. Si nous calculons soigneusement 10 ans d'intérêt composé standard sur ce montant principal, plus des dommages et intérêts financiers importants pour préjudice moral et souffrance extrême, je dirais que 50 000 $ nous mettent parfaitement à égalité. Considère ton immense dette envers moi comme entièrement remboursée. Nolan, c'est illégal. Légalement, tu ne peux pas nous faire ça, a hurlé Valérie, perdant totalement la tête, sa voix atteignant un ton hystérique alors qu'elle jouait sa toute dernière carte désespérée et pathétique. Tu ne peux pas nous laisser mourir dans un blizzard. Je suis ta famille. C'est contre la loi. Je vais appeler la police. Je vais te coller un procès massif. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui avait échangé la machine à respirer de mon fils contre un faux sac à main. Je me suis écarté pendant une seconde agonisante et pathétique. Une immense vague de soulagement profond et de faux espoir a inondé leurs visages gelés et meurtris. Ils pensaient sincèrement que j'avais craqué. Ils pensaient que l'ancien Nolan, le gars gentil et faible, était revenu pour les sauver de leurs propres conséquences. Ils pensaient m'avoir manipulé une dernière fois. Mais je ne m'étais pas écarté pour les laisser entrer dans ma maison chaleureuse. Je m'étais écarté pour laisser Finn se tenir directement dans l'encadrement de la porte. Finn a baissé les yeux vers eux. Il portait un pull en laine épais et coûteux. Il était au chaud, totalement en sécurité, incroyablement sain et physiquement imposant. Il a regardé les 2 créatures misérables sur le porche comme un scientifique observant des insectes sous un microscope. Finn, s'est écrié Valérie en tendant vers lui des doigts bleus et gelés, sa voix suintant d'un désespoir toxique et fabriqué. Finn, mon bébé, s'il te plaît, dis-lui que c'est ta mère. Dis à ton père de nous laisser entrer. Nous allons geler. Finn l'a regardé. Il n'a pas scié.
Il n'a pas bronché. Le vent glacial et violent fouettait ses cheveux sombres autour de son visage, mais il ne frissonnait pas. Il se tenait là comme une statue imposante sculptée dans de la glace solide. « Ma mère est morte il y a 10 ans, a dit Finn. Sa voix était incroyablement claire, tranchante et dévastatrice de fatalité. Elle possédait l'autorité absolue et indéniable d'un juge de tribunal de grande instance prononçant une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Valérie a poussé un son qui n'avait absolument rien d'humain. C'était un hoquet rauque et sifflant de prise de conscience pure et apocalyptique. C'était le son horrible d'une femme réalisant qu'elle avait complètement et irréversiblement détruit sa propre âme et qu'il n'y avait absolument aucune rédemption, aucun pardon et aucune chaleur qui l'attendait nulle part en ce monde. Julian, réalisant que la manipulation émotionnelle avait complètement échoué et que l'argent était véritablement inaccessible, a totalement disjoncté. Il a perdu le moindre lambeau de lucidité qui lui restait. Il a grogné comme un rat enragé acculé et s'est jeté sauvagement en avant. « Espèce de sale petit morveux arrogant. Dégage de mon chemin » a hurlé Julian en levant les poings, tentant de bousculer violemment Finn pour entrer de force dans la maison. Je n'ai même pas eu à réfléchir. Mes instincts primitifs de père ont pris le relais instantanément. J'ai attrapé Julian par le col de son manteau bon marché de friperie. Je ne l'ai pas frappé. Je n'avais pas besoin de lui donner un coup de poing. J'ai simplement agrippé fermement le tissu médiocre dans mon poing massif, ancré mes lourdes bottes sur le porche, et je l'ai repoussé en arrière de toute la force que j'avais en moi. J'ai mis 10 ans de colère aveuglante et réprimée, 10 ans de double quart de travail brutaux sur la glace, 10 ans à dormir sur un matelas nu posé sur le sol et 10 ans à regarder mon fils lutter pour respirer dans cette seule et unique poussée violemment explosive. Julian a littéralement volé en arrière hors du porche, les bras s'agitant follement dans les airs, et a atterri incroyablement lourdement sur le dos dans une congère d'1 mètre de profondeur près de sa voiture en panne. La route départementale principale est exactement à 1,5 km dans cette direction, ai-je dit en pointant mon doigt droit vers l'abîme blanc sombre et tourbillonnant du blizzard. Commencez à marcher dès maintenant. Si vous trottinez, vous générez peut-être assez de chaleur corporelle pour rester en vie jusqu'à ce que vous trouviez une station-service. Mais vous ne restez pas ici. Tu ne peux pas nous faire ça. A hurlé frénétiquement Julian en se débattant follement pour se relever dans la neige profonde et glacée, le visage couvert de poudre blanche, le nez saignant sous l'impact. Nous sommes ta famille. Le sang, c'est le sang. Tu nous assassines. Non, ai-je dit en le regardant avec un dégoût absolu et définitif. J'ai tendu le bras et refermé fermement ma grande main balafrée sur la lourde poignée en laiton de ma porte en chêne massif. Vous êtes juste un mauvais investissement que j'ai complètement amorti il y a bien longtemps. Je les ai regardés une toute dernière fois, avec insistance. J'ai regardé une femme misérable et grelottante qui avait couru après de l'or imaginaire pour ne trouver absolument rien d'autre que de la rouille et la ruine. Et j'ai regardé un homme brisé, lâche et pathétique qui croyait sincèrement pouvoir mentir et magouiller pour échapper aux lois de la gravité. J'ai tiré la lourde porte pour la fermer. Le loquet métallique épais s'est enclenché solidement à sa place. Le hurlement violent du blizzard s'est coupé instantanément, complètement étouffé par le bois de chêne épais et la lourde isolation en mousse projetée. J'ai levé la main et tourné lentement le lourd pêne dormant en laiton. Clic. Le silence. Un silence chaud, magnifique, absolu et inviolable. Je suis resté dans le vestibule pendant un long moment, fermant les yeux, laissant la montée massive d'adrénaline s'évacuer lentement de mon organisme. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas partagé. Je ne me sentais pas triste. J'avais l'impression qu'un poids physique massif et étouffant venait enfin d'être retiré de ma poitrine pour toujours. Je me suis retourné et suis retourné dans le salon. Finn était déjà assis sur le canapé moelleux. Il a pris la télécommande et a appuyé sur lecture. Le vieux film classique a recommencé à tourner, les dialogues emplissant la pièce paisible. « Est-ce que tu vas bien, Finn ?» ai-je demandé doucement, debout derrière le canapé, posant mes mains sur le dossier. Finn a gardé les yeux parfaitement fixés sur l'écran de télévision. La lumière orange et chaleureuse du feu crépitant dans la cheminée dansait sur son visage calme. « Oui, papa » a-t-il dit doucement, la voix totalement sereine et apaisée. « Il fait vraiment chaud ici. » J'ai contourné le canapé et me suis assis juste à côté de lui. J'ai regardé le feu brûler ardemment et puissamment dans le foyer en pierre. Puis j'ai levé les yeux vers les murs solides et parfaitement peints de la forteresse que nous avions bâtie ensemble à partir de rien. J'ai pensé aux 2 personnes brisées et misérables dehors,
marchant péniblement et désespérément à travers la tempête glaciale et mortelle qu'elles avaient elles-mêmes créée par leur propre cupidité. Et pour la toute première fois en 10 longues années, le fantôme terrifiant et étouffant de cet appartement en sous-sol froid et plein de courants d'air avait enfin disparu de manière permanente. Le froid reste dehors. Nous restons au chaud à l'intérieur. C'est la seule règle de survie qui compte réellement dans ce monde. Alors je dois vous poser la question, à vous, le jury qui écoutez ceci en ce moment même, j'ai regardé mon garçon, le fils pour qui j'ai saigné, le fils qui s'est battu pour chaque respiration. Et puis j'ai regardé cette porte glacée et désespérée. Je l'ai fermée et verrouillée sur mon propre frère de sang et mon épouse légale au milieu d'un blizzard mortel. Je les ai laissés à la merci d'une tempête et d'usuriers violents. Suis-je allé trop loin? Ai-je franchi une ligne morale qui ne pourra jamais être effacée? Où était-ce exactement la justice brutale et sans filtre qu'il méritait absolument pour avoir abandonné un enfant mourant pour un sac à main? Dites-moi exactement ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà affronté quelque chose de similaire avec les membres toxiques de votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des personnes qui partagent votre ADN pour protéger votre propre santé mentale et vos enfants? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car vos expériences comptent, et les lire nous aide tous à guérir. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Merci de m'avoir écouté et souvenez-vous, protégez votre paix à tout prix.